Bonjour à tous, Mosaïque Cristal on tour dans le pays de Bitche. Bienvenue à Meisenthal pour une émission spéciale délocalisée intégralement consacrée au site verrier. Ici, passé et pointe de la modernité se côtoient au quotidien. On va en parler avec les principaux acteurs de ce site. David Suc, président de la communauté de communes du pays de Bitche. Yann Grinenberger, directeur du CIAV, le Centre international d'art verrier. Pascal Klein, directeur du CADAM, et Caroline Rollins-Duchamp, directrice du Musée du Verre. Bonjour à tous les quatre et merci de participer à cette émission. Ma première question est pour vous, David Suc. On est ici dans un site communautaire très particulier finalement. Alors vous le définiriez comment, le site verrier de Meisenthal ? C'est la démonstration d'un territoire qui organise son avenir, un territoire qui s'accroche à ses savoir-faire, un territoire qui veut devenir acteur de son avenir. Et ça ne date pas d'hier, puisque vous êtes ici sur un site qui a conjugué les savoir-faire depuis quelques siècles. Et puis, en définitive, après la fermeture, ce sont les collaborateurs de cette structure, les habitants, les élus qui se sont organisés pour permettre à ce territoire d'organiser son avenir avec ce que nous savons faire de mieux. Et donc, Meisenthal, c'est tout ça. C'est effectivement cette conjugaison et cette capacité d'organiser au travers de la puissance publique, de l'économie, des savoir-faire, une destination touristique et puis donner de la fierté à ses habitantes et à ses habitants. Pascal Klein, pour vous, ce site, il est tout particulier. C'est un peu chez vous ici. Vous êtes ici depuis toujours, si je peux dire. C'est un peu votre bébé, le site verrier ? Je pense que c'est le bébé de beaucoup de gens, mais donc c'est vrai que c'est un site qu'on a côtoyé très jeune. Donc on a commencé à rêver autour d'un certain nombre de choses qui finalement ont pu se réaliser. Donc c'est vrai que c'est super, quoi. Donc c'est peut-être aller même plus loin que ce qu'on espérait avoir un jour. Donc, mais là, en tout cas, on est très content d'avoir un projet aussi bien monté, aussi bien réalisé, quoi. Donc, et qui est surtout très pratique par rapport à toute notre activité, donc on en reparlera peut-être après encore, mais en tout cas, je veux dire bien sûr qu'on est très très heureux de pouvoir travailler ici et très heureux de voir ce magnifique projet à Meisenthal, quoi. Alors ça, c'est en particulier pour l'équipe de la Halle Verrière. Et vous, personnellement, vous êtes là depuis quand exactement ? Depuis les années 80, je crois qu'on a commencé notre premier concert, on avait 17 ans, et puis voilà, c'était une quarantaine d'années, donc puis on n'a jamais arrêté. Yann Grinenberger, vous, ça fait pas tout à fait aussi longtemps que vous êtes là, mais quand même, ça fait déjà un bail. Hein. Ça fait un sacré bail, un certain temps, comme disait l'autre. En effet, moi, j'ai commencé à travailler à Meisenthal en 1995 en tant qu'objecteur de conscience dans le milieu associatif, et c'est en 2001 qu'on m'a donné cette opportunité de piloter le centre d'art verrier avec toute l'aventure verrière qui a suivi. Effectivement, c'est un site incroyable, hein, puisque ici, ce qui est vraiment particulier, c'est que le patrimoine, l'histoire ne fait pas, et la création contemporaine ne font pas chambre à part. Il y a toujours eu cette coagulation entre un œil contemporain, que ce soit les artistes qui utilisent la friche pour s'exprimer, que ce soit les designers qui revisitent les savoir-faire verriers, ou encore les architectes qui viennent de nous produire un site magnifique. Donc c'est vraiment ça, peut-être le secret de l'éternelle jeunesse qu'on essaie de garantir ici, c'est ce croisement entre les questionnements de l'époque, de notre époque, portés par des créateurs, et ce patrimoine dont on est fier et qu'on essaie de conserver au mieux. Alors et vous, Caroline Rollins-Duchamp, parce que vous, finalement, ça ne fait que quelques mois que vous êtes la directrice du Musée du Verre, mais on est dans un site qui ne vous est pas du tout inconnu. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pris mes fonctions de directrice du musée il n'y a pas très longtemps, juste avant l'ouverture du mois de mai. Mais en fait, j'ai une histoire quand même qui date d'un peu plus longtemps avec ce site, puisque j'ai eu la chance de travailler au Parc des Vosges du Nord et d'accompagner le Musée du Verre pendant très longtemps. Travailler aussi avec le CADAM sur les projets culturels déjà il y a bien longtemps. Et du coup, effectivement, ce site, c'est franchement un émerveillement de voir sa nouvelle version d'aujourd'hui. Et je sais combien ça s'appuie sur l'investissement de beaucoup de personnes du territoire qui ont cru en ce projet, et surtout aussi à des bénévoles comme les bénévoles du Musée du Verre qui ont porté, qui ont créé la collection aussi, qui est le socle du musée aujourd'hui, et on leur doit beaucoup. Oui, toute une évolution et un site qui vient de vivre une grande métamorphose, 4 ans de travaux pour un chantier colossal. On va en parler plus en détail, mais je voudrais d'abord qu'on revoie le reportage qui a été réalisé le 19 octobre 2019 au moment de l'inauguration de, à l'époque, la première tranche des travaux.
Après 50 ans de silence, la sirène a de nouveau fait écho dans l'immense nouvelle halle verrière de Meisenthal. Les élus et partenaires étaient réunis pour inaugurer ce premier jalon d'un chantier monumental. Une nouvelle page s'écrit pour ce lieu profondément enraciné dans la vie locale. Un projet porté par la communauté de communes du Pays de Bitche. Il s'agit là d'une aventure extraordinaire qui témoigne de notre volonté de développer ce site en respectant le passé tout en l'inscrivant dans une dynamique résolument moderne. De nouveaux espaces ont émergé des vestiges de la manufacture, une salle de spectacle flambant neuve et disposant d'un matériel de son, de vidéo et de lumière à la pointe de la technologie. Les verriers ont également à disposition un nouvel atelier de soufflage avec des fours pesant plus de 12 tonnes de facture italienne. En complément, des espaces sociaux ont été aménagés dans cette extension. Une alchimie entre la culture et l'industriel. Cette alliance de la pâte de verre et de la pâte humaine ici à Meisenthal, c'est effectivement venu de cet engouement citoyen, de cette responsabilité du geste à retrouver, de cette création absolument indispensable qui permet petit à petit de bâtir à la fois un projet artistique, un projet industriel, un projet économique aussi à travers la culture. Ce chantier s'inscrit dans la continuité du travail des bénévoles, notamment l'association du CADAM. Aujourd'hui, le site se dote des équipements modernes pour pouvoir faire face aux nouvelles normes en vigueur, aux défis de demain et étendre sa renommée. Il n'y a pas besoin d'être mosellan, meurthe-et-mosellan, barinois. L'industrie du verre en avait peu à faire de ses frontières. Et aujourd'hui, moi, à l'échelle régionale, ça a été mon message tout à l'heure. Réinventons-nous, partons de nos forces, de cette capacité finalement à irradier aussi au-delà de nos frontières. Ayant une constante augmentation de sa fréquentation, avec plus de 60 000 visiteurs l'an dernier, le lieu a pour but de rassembler anciennes et nouvelles générations. Et le public a été pris en compte dans le projet. Il a pu, et pourra durant toute la durée du changement, avoir accès aux installations et suivre la mutation du site. C'est même que de faire confiance et de rendre hommage à notre public, que de ne pas fermer pendant les travaux, tant que c'est possible évidemment, et pour leur faire montrer le changement en temps réel. L'État, la région et le département ont chacun investi 3 millions d'euros dans ce projet dont le coût total s'élève à plus de 14 millions d'euros. Alors à l'époque, c'était annoncé un peu plus de 14 millions. C'est un classique sur des chantiers, il y a toujours un petit peu des dépassements. Au final, David Fuchs, ce chantier aura coûté combien au total et avec quelle dose de financement, de subvention ? On est effectivement dans l'épure initiale. Quand on dit 14 millions, on est à 14 millions. Mais quand on rajoute évidemment tous les équipements supplémentaires qu'il faut pour faire tourner ce bel équipement, lorsqu'on y rajoute un certain nombre d'études préliminaires, aujourd'hui on est sur un dossier à hauteur de 18 millions d'euros. Je crois que c'est important de pouvoir le rappeler. Mais ce qui a été observé aussi, c'est le respect à la fois du projet, c'est le respect de l'organisation architecturale. Je crois que c'est important. On a aujourd'hui la déclinaison de manière technique et opérationnelle de ce qui était imaginé. Sur une feuille de papier, c'était rayonnant. Aujourd'hui, on voit que c'est splendide. Et évidemment, ensuite, en termes d'accompagnement financier, je crois qu'il faut d'abord remercier évidemment ce territoire qui a cru, ces élus, ces bénévoles, ces permanents qui depuis toujours font de Meisenthal ce qu'il est, le territoire qui s'est engagé fortement, puisqu'aujourd'hui, on est sur un dossier où le territoire a apporté une part importante de près de 40% de subvention, de financement. Le reste, c'est le département, c'est la région, c'est l'État. Et il faut reconnaître aussi qu'il y avait une osmose, il y avait une communion pour porter ce dossier, parce que c'est bon pour le Beachland, c'est extrêmement bon pour la Moselle, c'est une fierté pour la région et c'est la démonstration pour l'État que rien n'est possible sans l'engagement des collectivités locales. Et puis justement, à l'échelle de la communauté de communes du Pays de Bitche, donc ça avait été lancé par la précédente mandature, mais vous l'avez allègrement poursuivi, si je puis dire. Est-ce que c'est quand même conséquent pour une communauté de communes, même en ayant des aides extérieures, est-ce que ça a été difficile de mobiliser et de trouver les lignes de financement en interne ? C'est aujourd'hui l'illustration de l'ambition du territoire. Vous savez, quand il y a une ambition, lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà, je crois que personne ne discutait ni le projet, ni le moyen financier. Ce que beaucoup nous envient, c'est ce rassemblement autour d'un projet qui est fédérateur, et cela a été dit tout à l'heure, qui prend les racines dans ce que nous savons faire. Ce n'est pas la mandature d'avant, ce sont les mandatures successives. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que d'abord, c'était la création du musée.
avec un accompagnement des élus. Et vous verrez, lorsqu'en 83, un ancien conseiller général, un ancien président du CIVOM ont inauguré, je crois que tous ces élus, toutes ces générations ont contribué à avoir ce que nous avons aujourd'hui. Ça a été imaginé dans la restructuration en 2010, 2011, fusion des communautés de communes, évidemment respiration électorale, mais je crois que lorsque la politique sait démontrer ce qu'elle fait de mieux, on a la démonstration à Meisenthal. Chaque génération d'élus, chaque engagement se poursuit dans une construction. Moi, j'ai la chance, évidemment, de pouvoir inaugurer ce qui a été, à un moment donné, décidé par des élus, mis en œuvre par le président Vogt et son équipe, et il faut saluer l'engagement. Et j'ai la chance, évidemment, de poursuivre, puisque nous allons continuer à investir quelques centaines de milliers d'euros sur, évidemment, des aménagements extérieurs, sur des extensions. Et je crois que, voilà, on a la démonstration qu'un projet de territoire est un projet qui rassemble. On a ici un projet qui rassemble, nous en avons d'autres, et que ce qui permet aux élus de faire la politique politicienne, en définitive, doit rester et reste anecdotique. Alors on le voit, ce site il a beaucoup évolué, mais ce dernier gros chantier en date, si on regarde à l'échelle de la Halle Verrière, ça a permis notamment de créer la boîte noire. Alors est-ce que ça c'est une révolution? Est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce que ça change le type d'artiste qu'on peut programmer, le type de spectacle qu'on peut envisager? C'est sûr que le changement est énorme. Donc on travaillait, nous, avec un équipement qui fonctionnait aussi, mais qui était bien évidemment beaucoup moins perfectionné que ce qu'on a là, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait quelque chose de très modulable, donc des scènes qui bougent, des gradins qui se rétractent. On voulait avoir une qualité de son, parce qu'on sait que c'est important là maintenant, donc pour fidéliser un public, les gens qui ont envie d'aller voir un concert, ils ont surtout envie d'avoir une bonne qualité sonore, quoi. Donc, et ça aussi, c'est un objectif qui a été atteint, parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, on a des retours assez incroyables du public, des artistes qu'on accueille. Donc l'idée, c'était vraiment d'améliorer cet accueil des artistes, du public, et je crois que là, c'est complètement réussi. Et donc ça nous permet aussi effectivement de passer d'une formule à l'autre. Donc on est sur des concerts jusqu'à 900 debout dans la boîte. Donc on a effectivement cette grande porte de 16 mètres de large, de 8 mètres de hauteur, qui permet de s'ouvrir vers l'usine, ce qui nous permet du coup de sortir la scène et d'avoir une capacité qui pourrait aller jusqu'à 3000 personnes. Enfin voilà, tout ça c'est des aménagements qui sont extraordinaires, quoi. Donc, et tout le monde rêve effectivement d'avoir un outil comme ça, hein, je veux dire, parce qu'on est en contact avec beaucoup d'autres salles et beaucoup d'autres directeurs, et c'est vrai que c'est une réalisation qui est complètement incroyable et exceptionnelle, quoi. Et on voit que vous savourez votre chance. Alors ce chantier, il en était question aussi dans le reportage, il y a eu des visites insolites. Le concept, c'était que le chantier ne coupe pas le public du site. Et du coup, le site est resté accessible pendant tout le chantier, qui a même pu profiter d'un observatoire. En tant que directrice de musée, quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce que c'est pas si classique, hein, c'est pas si courant. C'est pas classique d'accueillir du public sur un lieu en chantier et en travaux. C'était très courageux et c'était un dispositif extrêmement original qui a permis de garder le contact avec le public. Donc ça, franchement, c'est très intéressant, et surtout, ça a permis d'expliquer aussi ce qui était en train de se passer ici et de montrer que c'était un gros projet pour ce territoire et de garder le contact avec le public local pour leur montrer cette évolution-là. Et aujourd'hui, on voit que l'intérêt pour ces travaux est toujours aussi important, parce qu'on a beaucoup de retours très intéressés du public par rapport à l'exposition Chantier qui est présentée actuellement au musée, qui présente un film qui montre les images de ces 4 ans de travaux complètement hallucinants. Et donc, oui, voilà, l'intérêt était bien là. Alors au fil de ce chantier, il y a eu plusieurs étapes officielles. On a revu le reportage sur l'inauguration de la première tranche des travaux. Je vous propose de revoir aussi le reportage sur l'inauguration du Jardin pour la Liberté. C'était le 10 octobre 2021. Aux courbes ondulantes enlace la cour intérieure avec amour et abrite en son sein un îlot de verdure, un jardin. Ce jardin, le Jardin pour la Liberté. C'est une fierté pour le pays de Bitche. Le Jardin pour la Liberté a été inauguré ce dimanche matin, en plein cœur du site verrier de Meisenthal. En plus de l'aspect esthétique du lieu,
Le Jardin pour la Liberté a surtout été aménagé pour rendre hommage à 2 figures emblématiques de la commune. Et ce jardin, c'est l'engagement d'un territoire à se souvenir d'Émile Gallé, qui a permis à la verrerie de Meisenthal de pouvoir être reconnue aujourd'hui comme berceau de l'art nouveau. Et puis, c'est aussi ce souvenir et cette reconnaissance à l'égard d'un ancien directeur de la verrerie de Meisenthal, Antoine Mas, qui a racheté en 1936 cette verrerie, en a été le directeur jusqu'en 1961, a permis cette formidable épopée et puis surtout a permis à 1 millier de prisonniers de pouvoir éviter évidemment la déportation avec ce que nous connaissons par la suite. Cette inauguration s'est tenue en présence des élus, notamment le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, qui souligne l'importance du devoir de mémoire. Pour nous, c'est ce symbole à la fois de notre histoire et de l'avenir économique, de l'avenir touristique, de l'avenir en matière d'attractivité. Je crois que ça va donner un coup un élan fantastique pour le Beacherland, pour notre territoire de la Moselle-Est et pour la Moselle au cœur de la grande région. Plus qu'un simple aménagement paysager, le Jardin pour la Liberté est avant tout un témoignage de respect envers 2 hommes d'exception qui se sont battus pour la liberté. Passé, hommage, lien avec le présent, avenir, finalement Meisenthal se conjugue à tous les temps et je crois que c'est tout particulièrement vrai au CIAV. C'est même notre posture originelle, celle qui consiste à dire que ce qui est vraiment important, la fondation, c'est cet héritage technique qu'on a réussi à sauvegarder avec d'anciens verriers dans les années 90 qui sont venus travailler avec les jeunes verriers pour que notre boîte à outils des techniques soit à jour. C'est aussi évidemment la capacité qu'a eu cet atelier à accueillir des artistes pour re-questionner la matière, pour inventer de nouveaux usages, pour sortir le verre de l'image nostalgique à laquelle on l'associe souvent. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu le secret de Meisenthal, c'est ce croisement permanent entre des gens qui questionnent, qui interrogent, des gardiens du savoir-faire, des gens qui conservent le patrimoine. Quand je parle de patrimoine, c'est évidemment le patrimoine matériel au musée, mais c'est surtout le patrimoine immatériel aussi. Le patrimoine immatériel, c'est ces savoir-faire, ce sont ces moules que l'on utilise. Et c'est vrai que le gros succès du Centre d'art verrier est lié à ça. Et aujourd'hui, vous connaissez mieux que moi peut-être cette fabuleuse aventure des boules de Noël. Ça a généré, au-delà du fait de sauvegarder des savoir-faire et de les transmettre, une activité économique induite, directe, qui permet de créer une économie du projet à l'échelle du site qui, aujourd'hui, nous permet d'entrevoir l'avenir avec sérénité. On va en parler de cette production emblématique du CIAV, la boule de Noël. Chaque année, son dévoilement donne lieu à une cérémonie de lancement en grande pompe avec énormément d'invités, avec les officiels, etc. Le dernier modèle en date, c'est Piaf, qui était lancé le 8 novembre dernier. Souvenez-vous. Curieux et impatient, voilà ce qui pourrait résumer l'état d'esprit des 500 personnes présentes au site verrier de Meisenthal. Pour assister au dévoilement de la boule de Noël, il fallait être invité à la veillée inaugurale. Direction la boîte noire de la halle verrière. Là encore, le suspense est entretenu. C'est seulement après plusieurs discours que Piaf se révèle à son public. J'aime beaucoup cette boule parce que ça représente un peu tout ce qu'on voit dehors chez nous en mettant les graines pour les oiseaux. Donc c'est représentatif de l'environnement qu'on voit chez nous. Elle raconte une histoire, l'histoire de la nature, l'histoire de la vallée des Mésanges, Meisenthal. Et je pense que symboliquement c'est très fort. Elle est originale, elle est dissymétrique, elle représente le travail spontané de la nature, des oiseaux, de tout ce qui nous étonne et de tout l'inattendu. C'est une magnifique conjugaison entre le savoir-faire verrier et l'engagement de la nature. On a réussi à pouvoir engager les mésanges au travers du savoir-faire d'une jeune designer qui nous fait une boule tout à fait prodigieuse.
Pour les invités, c'est un peu Noël avant l'heure. La révélation de la boule de Noël est un rendez-vous attendu qui marque le lancement des festivités de fin d'année. C'est ici qu'on ouvre les Noëls de Moselle, depuis le Beecherland, depuis Meisenthal, avec cette tradition qui nous rappelle que la première boule de Noël a été soufflée ici par un maître verrier de Meisenthal. C'est un rendez-vous incontournable, c'est comme un miracle. Quand on arrive à Meisenthal, il y a une forme de douceur, de vérité du territoire qui se manifeste, c'est vrai, dans la création de cette boule de Noël. Les gens adorent ça et je crois qu'on a besoin de se retrouver aussi. La veillée inaugurale n'a pas eu lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Pour le CIAV, organiser cette soirée permet de renouer avec la tradition et le public. Ce soir, vous voyez un peu la liesse populaire, le plaisir de se retrouver, la fraternité. C'est aussi ça les boules de Noël de Meisenthal. C'est pas simplement une fonction décorative, c'est aussi donner la possibilité aux gens de se voir, de se rencontrer et puis de continuer à vivre ensemble. Dès son lancement, la boule Piaf rencontre déjà un franc succès. Il ne faudra pas traîner si vous souhaitez en acquérir un exemplaire avant Noël. Et oui, ça attire toujours plein de collectionneurs, c'est normal, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, je sais que c'est pas la peine que j'essaye de vous poser des questions, vous ne dévoilerez rien sur le prochain modèle, mais quand même, vous pouvez nous rassurer, il y a bien une nouvelle boule qui est en préparation. D'après mes informations, oui. Ok, non, parce que indirectement, la question un peu inquiète, elle est aussi liée au contexte mondial, à la crise énergétique. Les fours au CIAV, ils sont à quoi? Ils sont tous au gaz, même les nouveaux? Ou comment ça se passe et ça impacte forcément le CIAV, je suppose? Effectivement, ils sont au gaz parce que c'est la technologie qui est traditionnellement employée ici dans la région. Forcément, ils sont gourmands en gaz. Il y a des technologies électriques qui existent, mais il faudrait alors à ce stade-là changer nos 3 nouveaux fours, ce qui n'est pas concevable. Et puis il y a aussi des difficultés liées à la gestion électrique de ces grosses températures. Puis l'électricité augmente aussi, de toute façon. Voilà, donc effectivement, on est en train de mettre en place toute une stratégie avec des designers, des organisateurs du travail, des techniciens pour réfléchir à la manière de contourner cette problématique de crise énergétique et pour trouver des solutions. Et j'ai envie de dire que on adore les challenges. On a passé un chantier incroyable de 4 ans où on était dans un marasme technique incroyable. On a passé le confinement, on va passer la crise énergétique, donc on va être créatif comme d'habitude et on va trouver des solutions. Ok, donc les solutions techniques, elles vont être trouvées. En attendant, David Schuck, la hausse des coûts, la hausse des prix de l'énergie, est-ce qu'elle va être répercutée sur la boule de Noël de Meisenthal, sur le nouveau modèle? On sait être sage au Pays de Bitche. On sait aussi se relever à chaque fois. Je ne vais pas évoquer la grande histoire, je ne vais pas évoquer évidemment tout ce que nous passons régulièrement, et je crois qu'on est dans une période un peu difficile, et donc on le fera avec sagesse, retenue et respect. Et donc on trouvera les solutions. En tout cas, la boule de Meisenthal, c'est avant tout une œuvre d'art qui n'a pas de prix, si ce n'est que celui d'avoir un prix raisonnable et respectueux. Et donc, on est aujourd'hui dans cette démarche depuis toujours, ça ne changera pas, ça ne sera pas une production de boules ou une industrie de boules, et on n'est pas là dans une démarche économique pure, sans intérêt global et général, ni pour les jeunes, en termes de formation je crois que c'est important, ni pour le territoire, et donc naturellement il y a une évolution du prix, parce qu'il y a une évolution de manière générale, on est dans un monde qui vit, dans un monde qui bouge, mais on peut rassurer d'ores et déjà tout le monde, la boule de Meisenthal, elle sera absolument accessible, et on sera respectueux de l'histoire de la boule de Meisenthal. Voilà. Et on gérera évidemment l'actualité comme on le gère depuis la nuit des temps au Beecherland. Les collectionneurs et les amateurs pourront donc s'en procurer. Alors, à défaut de savoir à quoi elle ressemble et comment elle s'appelle, est-ce qu'on peut savoir à quelle date on saura tout ça? Tout à fait. Tout à fait. Ça sera quand? Donc, le 14 novembre au soir, après 20h, on pourra découvrir sur Internet la nouveauté de l'année, le nouveau modèle, et les portes du site Verrier ouvriront le 17 novembre, jeudi 17 novembre, pour une saison qu'on espère des plus belles. Magnifique, comme les autres. Alors du coup, ça y est, on est rassuré, il y a un nouveau modèle de boule de Noël de Meisenthal qui va sortir. Du coup, je me pose la question, est-ce que chaque année, la nouvelle boule trouve sa place au musée? Est-ce qu'elles sont exposées toutes
au musée? Alors, elles ne sont pas toutes exposées toute l'année. Ce qui est exposé, bien sûr, c'est l'histoire du territoire. C'est le musée du verre en hommage à l'industrie verrière de l'ensemble de ce territoire. Et du coup, bien sûr, les boules de Götzenbrück sont présentées tout au long de l'année, puisque l'histoire des boules de Noël est comme née là-bas. Et donc, on a des vitrines qui présentent cette histoire-là. Et on a quelques boules contemporaines qui sont présentées dans le parcours pour illustrer des techniques ou à différents moments. Et à la période de Noël, effectivement, on présentera toutes les différentes boules qui ont été créées là, depuis ces dernières 20 ans à peu près. Et donc chaque année, effectivement, on fait rentrer dans les collections du musée la dernière boule contemporaine parce que ça fait partie de l'histoire maintenant de Meisenthal et qu'on essaye de continuer à écrire cette histoire dans les collections du musée. Eh bien oui, on continue à écrire cette histoire. On va en savoir un petit peu plus en images puisque, on vous le dit, depuis le début de cette émission, ici, la pointe de la modernité côtoie le passé. Le site Verrier, il met en avant aussi son histoire. Alors, Visite Express, en 2 minutes, pour vous donner un avant-goût à ceux qui éventuellement n'auraient pas encore visité le musée du verre. Voici un aperçu de la muséographie. Bienvenue au nouveau musée du verre, dernier espace du site Verrier à rouvrir ses portes, mais c'est aussi le premier proposé aux visiteurs dans le nouveau parcours de visite. L'entrée se fait désormais par la cave, un espace qui aujourd'hui accueille la projection d'un film retraçant l'histoire du site Verrier. Le niveau 1, par lequel on entrait autrefois dans le bâtiment, est réservé à l'administration. Direction le 3e étage, sous la toiture, avec 2 nouvelles salles. La première reprend les éléments de l'ancienne muséographie. On y découvre le travail du verre, de sa composition au produit fini. La partie rouge représente le travail du chaud, la partie noire, le froid. L'espace d'exposition temporaire vous invite pour toute la saison à revenir sur les 4 ans de travaux du site. Niveau 2, c'est ici que se trouvait l'ancienne salle Art Nouveau. On y aborde toujours l'histoire d'Émile Gallet et des autres artistes de Meisenthal, mais avec plus de modernité et de lumière. En venant ici, c'est vrai, tôt ce matin, avec cette lumière rasante, on est assez frappé par la luminosité du site. Et je pense que c'est en partie grâce à cette surface ondulante que l'on a créée sur le site, qui est de teinte assez claire, un béton assez clair, qui réfléchit beaucoup la lumière. Le musée fait aussi une place au travail contemporain du CIAV et une nouvelle salle propose de découvrir le verre et le cristal qui a été ou qui est encore produit dans la région, du pays de Bitche à Baccarat. D'ailleurs, dans la salle, on peut voir, il y a des objets de différentes natures, différentes époques, et c'est vraiment, ça met vraiment en valeur les savoir-faire de notre territoire. C'était extrêmement important dans le projet du musée. Le parcours de visite se poursuit enfin par une passerelle qui donne directement au CIAV, puis à la halle verrière. Ce qui est édifiant sur le nouveau parcours de visite tel qu'il a été conçu au bout de 4 ans de travaux, c'est cette espèce de coursive, ce parcours qui traverse les âges, les époques, les bâtiments, pour nous rappeler un peu d'où on vient, l'histoire de ces verriers qu'on essaye d'honorer aujourd'hui et surtout l'histoire qu'on essaie de continuer à écrire tous ensemble. Moderne, lumineux, accueillant, le musée du verre a fait peau neuve. Le grand chantier de Meisenthal est ainsi terminé et l'histoire continue. Alors, on l'a vu dans le reportage qu'on vient de regarder, et vous l'aviez dit aussi tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette émission, la salle d'exposition temporaire, elle est consacrée en ce moment à un grand retour sur cet énorme chantier de requalification du site Verrier. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler la prochaine exposition temporaire, et ce sera quoi, et ça sera à partir de quand? Ah non, ça fait encore partie des secrets. Mais c'est l'art du secret à Meisenthal. Il faut un peu de suspense. Non, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est vraiment une belle opportunité d'avoir maintenant un espace consacré aux expositions temporaires. Ça va permettre quand même de valoriser des collections qui n'ont jamais été montrées, qui enrichissent nos réserves et qui appellent à avoir quand même le public aussi. Donc du coup, il y aura plusieurs expositions qui vont se succéder dans les prochaines années, qui vont être consacrées aussi au territoire et à l'histoire de ce territoire. Voilà. Donc, alors, puisqu'on parle de vision d'avenir, en 2023, année qu'on espère évidemment sans Covid, il y en a marre, vous visez combien de visiteurs au musée ?
Alors, il y a le musée, mais ici, c'est un site. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà à 18 000 visiteurs cette année depuis l'ouverture. Donc, on a déjà bien dépassé ce qui était les visites touristiques habituelles du musée avant. Mais ici, sur le site, on parle beaucoup d'usagers, puisqu'on l'a vu, il y a différents types de publics qui se croisent. Les publics des spectacles, des concerts, de la période de Noël, des boules de Noël. Et donc, voilà, tous ces publics mélangés, on espère un jour arriver aux 100 000 visiteurs. Ok, mais usagers, on va dire. Ouais. Ok, parce que justement, au niveau des visiteurs, là, si je parle plus des visiteurs que de ceux qui viennent pour les concerts, est-ce que ceux qui viennent visiter le musée du Verre visitent forcément le CIAV et inversement, je pense notamment en période de l'Avent, quand les gens viennent en masse pour acheter justement les boules de Noël, est-ce qu'ils en profitent forcément pour visiter le musée ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire que nous l'objectif, c'est que la visite soit un parcours. On avait plusieurs choix au moment où on a écrit le programme. Est-ce qu'on a une façon de visiter qui est un peu à la carte? Je vais voir le centre d'art verrier, les verriers, le musée, la halle. On a décidé collectivement avec les élus qu'on concevrait un parcours de visite, une aventure. On s'enchasse dans le musée et on finit par la halle. Et effectivement, à Noël, notre objectif, en plus là, on dévoile un micro-secret, mais on va avoir un tarif spécial pour la visite. On veut vraiment que tous les addicts aux boules de Noël qui viennent nous voir pour acheter des boules puissent avoir accès facilement à ce parcours de visite pour qu'ils en profitent. C'est dommage d'avoir 35 000 visiteurs à la période de Noël et qu'il n'y en ait pas au moins 20%, 30% qui ne visitent pas le site. Donc on va avoir des mesures tarifaires qui permettent de partager ça avec le plus grand nombre, avec notamment une gratuité pour les moins de 18 ans. Et du côté des concerts et des spectacles, est-ce qu'il y a un chiffre espéré de spectateurs? Oui, ça serait peut-être un peu ambitieux de dire qu'on espère toucher 40, 50 000 personnes, mais en tout cas, ce qui est plutôt réel, c'est qu'en 2019, on dépassait, nous, sur nos activités, près de 30 000 personnes. Donc c'était une année plutôt complète. Et donc là, on a fait le compte là récemment, donc avec les billets qui sont donc les concerts déjà qui se sont déjà déroulés sur la première partie de saison et les concerts à venir, avec les billets qui ont déjà été achetés pour les concerts à venir. Je crois qu'on va retrouver à nouveau cette année le nombre de personnes qu'on a réussi à toucher en 2019, ce qui est déjà énorme. Parce qu'il faut savoir quand même qu'après cette crise du Covid, donc, beaucoup de salles ont perdu quand même un certain pourcentage de public et que c'est assez compliqué de le retrouver, quoi. Donc je trouve que là, dans cette dynamique-là, on est plutôt là un peu rassuré, quoi. Donc, et je pense aussi que dans les années à venir, on peut même, avec cette qualité de son qu'on a dans la boîte noire et cette qualité d'accueil, on peut espérer encore aller plus loin que 30 000 personnes par an, quoi. Et donc, enfin, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, je suis assez confiant, effectivement, pour arriver à des chiffres vraiment sympathiques. Et donc, je crois qu'on est tous en train de rêver dans la même direction, quoi. Mais alors, du coup, question pour accueillir tout ce beau monde, que ce soit essentiellement en soirée, pour les spectacles, les concerts, que ce soit en journée, les visites, etc. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le site verrier de Meisenthal? Alors, je ne sais pas, il y a combien de personnes? Alors, aujourd'hui, effectivement, on peut dire que sur la partie boutique dans laquelle on se trouve, magnifique endroit, le musée et le centre d'art verrier qui est géré directement en tant que service de la communauté de communes. On est à peu près une trentaine de personnes permanentes qui représentent 24 équivalents temps plein. On est secondé par beaucoup de saisonniers dans des saisons très fortes, évidemment en hiver mais aussi en été. Vous avez, je crois, 6 ou 7 salariés permanents. On est 7-8 permanents, là. Plus aussi des services civiques, des aides. Voilà, donc des services civiques, des stagiaires. Et donc on a encore aussi, nous, un soutien très important de bénévoles, quoi. Donc ça aussi, il faut le souligner. Donc c'est des bénévoles qui nous accompagnent depuis quelques dizaines d'années. D'ailleurs, il y a toujours encore un noyau dur de l'époque qui est toujours encore présent, et donc je crois que c'est ça aussi la beauté de ce projet, quoi. Et donc c'est vrai qu'on arrive, nous, sur des gros événements, à être 40, 50, donc personnes à travailler et accueillir le public de manière
correcte. Donc, À la période de Noël, tu te rappelles, David, quand on réunit tout le personnel pour passer des moments un peu joyeux, on est plus de 50. Les saisonniers, les stagiaires verriers de l'école de Sarrebourg qui viennent nous prêter main forte, tout le staff de la boutique. Et c'est, je pense, une fierté, parce qu'on est un gros employeur. On a créé l'année dernière une dizaine de postes de travail. Donc moi, je pense qu'au-delà, effectivement, du site magnifique, de cette volonté d'attirer beaucoup de visiteurs, on peut être fier collectivement d'avoir créé ces postes qui sont pérennes, qui sont non délocalisables et qui, j'espère, vont en générer d'autres parce que c'est un vrai poumon touristique, économique, culturel. Alors on le voit, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour toute cette belle équipe. Il y a des questions quand même qui restent en suspens, en particulier du côté peut-être encore des aménagements de certains abords, du côté du stationnement. En tout cas, il y a des riverains qui sont inquiets. Il y a un collectif qui a vu le jour fin août. On va regarder un résumé de leurs interrogations. Et en fait, on s'est réunis parce qu'en fait, on demande de l'information par rapport au projet de parking. Et on comprend qu'il soit utile, ça c'est évident. Seulement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos et on voudrait en avoir. Voilà. Des informations et de la transparence, c'est ce que demande le collectif Cadre de vie Meisenthal. Formé par une vingtaine de personnes, ce collectif a organisé hier soir une réunion publique avec les habitants de la commune pour discuter de l'avenir de la place publique. Depuis 2019, un projet de parking est envisagé. Il a pour but d'accueillir les nombreux visiteurs du site verrier. Ce parking n'est pas un problème pour le collectif. En revanche, le manque de transparence quant à l'urbanisation des espaces communs en est un. Les habitants sont dans le flou. Qu'adviendra-t-il de la place Émile Gallet, de son kiosque, de sa pizzeria et de sa célèbre maison des chats ? L'aire de jeu va-t-il être sauvegardé, réhabilité ou reconstruit ? Où se retrouveront les gens une fois ce parking construit et quel impact environnemental pour un tel projet ? Autant de questions que se posent le collectif et les habitants qui ne comprennent pas pourquoi la municipalité n'est pas en mesure de répondre. Une pétition pour demander une réunion d'information a été lancée par le collectif. Elle sera transmise à la mairie. Alors David Suc, on le voit, les gens ils sont toujours pressés de tout savoir. C'est un dossier qui est dans les cartons déjà depuis un moment. De toute façon, ce n'est pas une fin en soi, les 4 ans de chantier qui viennent de s'achever ici. Est-ce que vous êtes déjà en mesure d'apporter quelques réponses à ces questions ? Je voudrais d'abord vous remercier de pouvoir nous accueillir ici et de pouvoir nous faire découvrir effectivement que Meisenthal suscite toujours évidemment du rassemblement, de la réflexion, cette capacité à être fier de notre histoire, de notre environnement. Et je crois que Meisenthal a cette spécificité d'être une vraie lumière dans ces réflexions qui doivent nous animer. Donc moi j'aurais beaucoup de plaisir évidemment à pouvoir rencontrer celles et ceux qui continuent à écrire l'histoire de Meisenthal. Et là elle va s'écrire à l'extérieur, elle va s'écrire avec évidemment ces capacités qu'on va avoir à organiser les abords. Et je crois que lorsqu'on a ce magnifique site, évidemment, qui est le poumon, comme tu le disais, un poumon économique, un poumon culturel, évidemment, il y a du rayonnement qui va partir de Meisenthal. Et évidemment, à quelques dizaines de mètres, à quelques centaines de mètres, on va poursuivre les investissements. Et donc, je crois que cette formidable capacité de réunir, de permettre un débat, je crois que notre société manque de ces rassemblements, notre société manque de ces réflexions, notre société manque de ces jeunes qui s'engagent. Et je crois que c'est une vraie fierté lorsqu'on est élu au Pays Beach d'avoir cette population qui s'engage, qui a volonté de faire société ensemble et de faire des propositions. Et donc naturellement, vous savez qu'au Pays Beach, ça débat beaucoup, ça discute beaucoup. Et je crois que la relève est assurée dans ces jeunes générations qui gardent ces valeurs. Et l'histoire continue, des chantiers, il y en aura encore. On a beaucoup parlé de ce gros chantier là qui vient de s'achever, qui a duré 4 ans. Il y a aussi un petit chantier là qui est en cours, ce sont les tout derniers préparatifs pour ce qui va se passer ce week-end. On va en parler dans un instant avec 2 nouveaux invités qui vont prendre la place de Caroline Relance-Duchamp et de Yann Grinenberger. Donc merci beaucoup à tous les deux pour votre participation. Et le temps de procéder à ce petit changement d'invité, eh bien, je vous propose de regarder le teaser de ce qui va se passer ce week-end ici à Meisenthal.
Allez, plein feu sur le site verrier de Meisenthal. Et d'abord, bonjour Christian Cuomo et puis Thibaut Mechler. Et merci de nous avoir rejoints pour participer à cette émission et pour parler de cet énorme événement ce week-end, feu. Je vais vous demander d'en parler, mais juste avant de vous donner la parole, j'ai encore une question pour vous, David Suc, parce que finalement, au fil du chantier, il y a eu plusieurs phases d'inauguration, hein, on l'a vu encore dans l'émission d'aujourd'hui. Ce week-end, est-ce que c'est en quelque sorte l'inauguration finale, grand public et plus orientée culturelle, ou c'était quoi l'objet de ce week-end ? C'était d'abord remercier toutes celles et ceux qui croient en ce projet, toutes celles et ceux qui s'engagent sur le territoire, et donc c'est avant tout une rencontre populaire. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est aussi un moment avant ces festivités de Noël de pouvoir entrer dans cette période qui doit permettre aux uns et aux autres de se retrouver et puis de découvrir, puisque nous allons inaugurer ce site le 7 octobre, de pouvoir en avant-première découvrir le site. Voilà, je crois que c'est un site qui doit être visité, un site qui doit être approché, qui doit pouvoir être, j'allais dire, caressé, en dehors évidemment des grands projecteurs officiels qui sont celle du 7 octobre. Et donc on a souhaité avoir ce week-end dédié évidemment aux familles et à ceux qui veulent découvrir, avec un angle particulier, et on a fait confiance à la compagnie Carabosse, un angle particulier ce site. Eh bien oui, et puis la compagnie Carabosse, c'est le feu, hein. Forcément, le feu, c'est vraiment l'élément de prédilection de la compagnie Carabosse. Alors vous êtes basé dans les Deux-Sèvres, mais on vous connaît bien par ici, parce que vous êtes déjà venu dans la région, vous étiez à Petite-Rosselle, vous étiez à Sarrebruck. On a d'ailleurs des images de Sarrebruck qu'on va pouvoir voir pour illustrer un petit peu, donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Concrètement, ce week-end à Meisenthal, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de feu de Carabosse ? Chaque fois qu'on intervient dans un site, on réécrit un projet. Donc là, on est venu en repérage au mois de juin pour voir la transformation du site, parce qu'on ne connaissait pas le site tel qu'il est maintenant, et réécrire donc une histoire à partir du site tel qu'il est aujourd'hui. Alors c'est quoi le regard que vous portez justement sur ce site transformé ? Là, on a voulu marquer la coursive, beaucoup jouer avec l'histoire de la coursive, de la vague du toit. Que les gens puissent aussi faire le tour du site, pas seulement se concentrer sur la cour intérieure, donc englober tout le site vraiment. Et alors, quand on dit Carabosse met le feu, c'est combien de feux ? Alors pour ce week-end, nous avons à peu près 1 millier de bougies par soir, un petit peu moins, et il y a aussi différentes bougies. Il y a des structures qui fonctionnent avec du charbon de bois. Et aussi, on a une fontaine avec du gaz. Donc, c'est différentes flammes, on va dire. On joue sur différentes flammes. Et bien, on a hâte de voir tout ça allumé à Meisenthal. Thibaut Mechler, vous allez mettre le feu aux platines, si je puis dire. Dites-nous quelques mots sur vous. Vous êtes qui ? Alors moi, je suis musicien, compositeur de musique électroacoustique. Et j'utilise notamment ma formation de juriste dans mes projets musicaux, dans mes projets artistiques, puisque je travaille beaucoup sur les paysages sonores, notamment les paysages sonores de la justice. Mais là, pour ce projet-là, j'ai travaillé sur le paysage sonore du site verrier de Meisenthal avec Équipe Créative, donc la communauté de production que j'ai fondée avec d'autres passionnés, d'autres chercheurs en 2016 à Strasbourg, et dont je suis le président. Et finalement, il n'y a pas que de la musique, vous avez fait plein d'images aussi, il y a plein de vidéos, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc l'an dernier, en septembre, il y a tout juste un an, on a tourné un film sur le site verrier à Meisenthal. C'était vraiment un projet de synergie entre le SIAV, entre la halle verrière. Et l'idée, c'était d'offrir une performance sonore à partir de compositions créé pour l'occasion et un DJ set avec des compositions d'autres producteurs, une performance filmée dans la halle et retraçant l'empreinte sonore du site verrier, de filmer cette performance avec des images exclusives des ateliers du site verrier et de proposer en avant-première ce soir donc le film avec la performance musicale en live aussi. Et le but, c'est de faire danser jusqu'au bout de la nuit. Ça va être jusqu'à quelle heure ? On espère. Je crois que ce sera jusqu'à minuit 30 et plus si affinité. Ok. Et puis alors, samedi soir, parce que Pascal Gagne, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur les artistes qui mettront l'ambiance samedi soir ? Oui, donc je veux juste revenir effectivement sur cette expérience-là qu'on a vécue avec Équipe Créative. C'est vrai que
ils nous ont à un moment donné sollicité pour travailler, effectivement, pour monter une collaboration et un beau projet de tournage et de création de sonores autour du site Verrier. Donc on est tombé sous le charme assez rapidement. C'est vraiment une jeune équipe vraiment très dynamique, et puis on sentait vraiment une grosse envie de faire un chouette boulot, et je crois que le travail est plutôt réussi, donc on va pouvoir le découvrir ce week-end. Et donc et alors voilà, samedi soir on change d'ambiance musicale, enfin pas beaucoup d'ambiance mais de DJ. Donc là on est plus effectivement sur la musique électronique, et samedi soir on sera plus sur là on voulait vraiment changer un peu d'univers musical, et on a fait appel à 2 DJ, donc c'est DJ Zebra et DJ Prosper, qui ont tous les deux qui sont très rock, très funky, très groove, mais qui ont cette particularité de mélanger effectivement des morceaux. Donc des fois ils mélangent un morceau de Michel Sardou avec du Daft Punk, et ça donne des choses assez incroyables. Et c'est il faut absolument venir parce que c'est difficile à imaginer. On a du mal à l'imaginer, mais en même temps c'est vrai que c'est plutôt réussi. Et donc et c'est vraiment 2 DJ qui ont beaucoup d'expérience. DJ Zebra, il a partagé énormément de scènes avec Louise Attaque, avec Kali, et puis qui était invité à des gros festivals. DJ Prosper aussi travaille énormément. Ils ont tous à leur actif je crois pas loin de 500 ou 600 concerts. Donc c'est vraiment des gens qui adorent la scène et qui savent faire. Et donc je pense que ça sera également un bon moment. Donc, mais en tout cas, c'est 2 soirées à pas louper. Et tout ça se passe à Meisenthal. David Suc, le mot de la fin de cette émission, il va être pour vous. Comment vous le voyez, l'avenir du site Verrier de Meisenthal? C'est quoi votre rêve? Le rêve, c'est de continuer à porter le projet du Beachland. Voilà, c'est de continuer à pouvoir porter Meisenthal dans son développement, de pouvoir entraîner le Pays de Beach vers une évolution plus active, plus dynamique encore, au travers d'autres sites, au travers d'un projet de territoire qui, au-delà de la culture, de l'économie et du tourisme, doit aussi se porter sur les mobilités, sur les questions humaines, sur les questions d'enseignement. En tout cas, démontrer que lorsqu'il y a une volonté sur le territoire, lorsqu'il y a un engouement à s'engager, au travers de la population et des élus, il y a de la réussite. Voilà, et puis les partenaires sont en rendez-vous de manière générale. Et donc, ces réussites-là, Meisenthal, je voudrais d'abord le dédier à toutes celles et ceux qui depuis toujours se sont battus, à toutes ceux et à toutes celles qui se sont engagés au tissu associatif d'un point de vue des mandats électifs, et puis le dédier à toutes celles et ceux qui croient en la ruralité. Et l'histoire continue, mais pour le moment, ce week-end, c'est feu. Merci beaucoup à tous pour votre participation à cette émission. Rendez-vous ce soir et samedi à partir de 19h15 pour le grand événement Feu. Et puis toute l'année, évidemment, pour visiter le site Verrier de Meisenthal et assister au concert à la Halle Verrière. Très bonne journée à tous. À lundi sur Mosaïque Cristal. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Au programme météo de demain, de la pluie le matin et encore de la pluie l'après-midi et toujours de la pluie le soir. Donc n'oubliez pas votre parapluie. Le thermomètre indique 9 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Thérèse. Le soleil se lève à 7h33 et se couche à 19h16. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 30 septembre, le Domino's Bar de Lemberg accueille Marie Renaud et Pierre Wenvy. Le duo partagera des œuvres et poèmes des pays de l'Est dans un cadre inspiré de l'ambiance ukrainienne. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines.
À l'occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu, découvrez la guerre d'Algérie dans une exposition à travers photos, uniformes d'époque et documents historiques. Rendez-vous à l'espace Cassin du 24 septembre au 2 octobre. Entrée libre. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye, but. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC face à Sarrebourg ce samedi à 18h30 en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal.